Bonjour, nous sommes le mercredi 2 mars 2022 et aujourd'hui je vais vous faire un point sur la situation mondiale du point de vue de la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je vais prendre un angle d'attaque un peu particulier. Je vais répondre à trois questions qu'on me pose. On me les pose dans les commentaires sur mon blog. On me les pose par des courriels qu'on m'envoie et aussi dans les conversations que j'ai par ailleurs. C'est la première, c'est pourquoi est-ce que vous parlez depuis le 26 janvier, ça fait plus d'un mois, pourquoi est-ce que vous parlez de guerre thermonucléaire. La seconde question, c'est pourquoi y a-t-il encore des gens qui soutiennent officiellement, et en France en particulier, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui soutiennent Poutine dans ses actions. Et la troisième question, c'est pourquoi est-ce que vous vous sentez autorisé à parler de ces questions. Et c'est là peut-être que les interpellations sont les plus agressives, que les gens, que, quand il s'agissait voilà, de prévoir la crise des subprimes, quand il s'agissait de dire tout le mal que le Brexit provoquerait, quand il s'agissait de faire tomber la zone euro et la disparition de l'euro, quand il s'agit de prévoir l'extinction de l'humanité, on peut considérer que j'ai une certaine compétence au niveau scientifique pour parler de ces choses, mais quand il s'agit de parler de la situation sur le terrain entre l'Ukraine et la Russie, on considère que je n'ai pas la légitimité pour le faire. Mais je vais prendre les questions dans l'ordre et je vais commencer par la première. Pourquoi est-ce que vous parlez depuis le 26 janvier de guerre thermonucléaire? Et un certain nombre de gens me viennent avec la preuve du pudding, qui est en fait la preuve de M. Lapalisse. On n'est pas encore mort dans une guerre thermonucléaire, donc pourquoi dites-vous que c'est une guerre thermonucléaire? Alors il y a des raisons, je dirais, de fait, c'est que le jour où ce sera une guerre thermonucléaire, on n'aura pas beaucoup de temps pour en discuter et de dire oui, effectivement c'était une guerre thermonucléaire. Une guerre peut être thermonucléaire dans les termes mêmes où elle se pose au départ. Et ça, un certain nombre de gens ne parviennent pas à le comprendre. Ils disent tant qu'une chose n'est pas là, elle n'existe pas. Je rappelle que ça a été l'état dans lequel voilà, les négociateurs de Munich en 1939 ont présenté les choses au public. Mais pourquoi dites-vous que nous n'avons pas réussi puisqu'il n'y a pas encore de guerre? Le jour où il y a eu la guerre, bien entendu, ils n'étaient pas là, ils couraient comme les autres, ils couraient comme des lapins. Donc, il n'est peut-être pas mauvais de prédire des choses qui vont se passer parce qu'elles sont déjà inscrites un peu sur le terrain. Mon avis, c'est qu'elles sont inscrites de toute manière, mais notre possibilité à nous pour lire ce qui est déjà écrit est relativement limitée. Pourquoi? Parce que, comme M. René Thom l'a dit, nous vivons dans un monde à quatre dimensions, trois dans l'espace et une dans le temps. Et le monde est probablement constitué de davantage que ça, mais nous n'avons pas les organes de sens qui nous permettent de le comprendre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé d'emblée de guerre thermonucléaire? Bon, d'abord, c'est pas très compliqué. Nous vivons dans des camps de point de vue guerrier, qui sont surarmés sur le plan thermonucléaire. Bon, il y a des armes de tous les côtés. Il y en a en Inde, et il y en a au Pakistan, il y en a en Israël et il y en a peut-être autour. Je pense à l'Iran. Il y a il y a des armes du côté de l'OTAN, il y a des armes du côté de la Russie, il y en a en Chine et ainsi de suite. Donc, se poser la question dès le départ, est-ce qu'un conflit peut devenir thermonucléaire? C'est pas ridicule puisque les armes sont là. Il peut être aussi tentant sur un plan de guerre cybernétique. Il peut être tentant, si on a la possibilité de le faire, de faire sauter dans un silo de l'autre côté voilà, chez les adversaires, pour leur montrer qu'on a une maîtrise sur le logiciel qui gère ce genre de choses. Par ailleurs, on le sait, il y a des plans d'attaque et de contre-attaque, des offensives et défensives dans les choses que l'OTAN
décrit sur ces stratégies. Même chose du côté des Russes. Et donc, vous pouvez voir des vidéos qui vous montrent une bombe est envoyée d'un côté, ça déclenche automatiquement d'autres qui sont lancées de l'autre côté, celles qui sont déclenchées de l'autre côté déclenchent encore une riposte, etc. Et donc, les choses peuvent aller très 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 vite sur des espaces de 10 à 20 minutes. Donc, une fois que c'est déclenché, on ne peut pas faire machine arrière. On est dans une guerre thermonucléaire. Bon, ça c'était avant même le 26 janvier, avant même qu'il y ait une invasion il y a une semaine. Maintenant qu'il y a invasion depuis une semaine, est-ce que les risques de guerre thermonucléaire ont augmenté? Bon, ils ont certainement augmenté parce que M. Poutine a dit n'oubliez pas que nous avons des armes thermonucléaires, il a commencé par dire ça, et puis maintenant il a dit qu'il a mis le système en alerte rouge du côté nucléaire. Donc là, si on n'entend pas ce qu'il dit, si on n'entend pas ce que dit M. Poutine, là, bon, ça n'a rien à voir avec ce que moi je peux raconter, c'est le fait d'être sourd de son côté. Il l'a dit, bon, il en parle maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait des raisons de se tourner vers le thermonucléaire? C'est parce que ces options diminuent de l'autre côté, sur d'autres choses. En particulier sur les troupes au sol, vous avez vu que ça ne se passe pas exactement comme il l'avait prévu. Il n'y a pas véritablement fraternisation entre les Ukrainiens et les soldats russes qui viennent, mais vous voyez ces incidents, vous voyez un vieux bonhomme qui sort de chez lui, qui commence à taper sur un soldat russe qui se passe par là, qui a une mitraillette à son épaule et qui ne l'utilise pas. Vous pouvez voir des vidéos ici ou là où des jeunes Ukrainiens interpellent les soldats russes qui sont là en panne à côté de leur char parce que c'est un incident technique ou parce qu'ils n'ont plus de diesel. Ces soldats russes ont des armes et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs armes et ils tirent en l'air. Ils ne tirent pas sur les gens qui les interpellent. Pourquoi est-ce qu'ils ne tirent pas sur les gens qui les interpellent? Probablement parce qu'ils ont des doutes sur la validité du fait qu'ils soient là. Donc ça, c'est pas bon pour M. Poutine. On n'envahit pas un pays avec des troupes qui hésitantes quant à l'usage des armes dont elles disposent. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans la journée d'hier, il détruit avec des bombes, du coup, il détruit le centre de la ville de Kharkov. Il va évidemment énerver, je dirais, tout le monde qui le regarde, parce qu'il y a des victimes civiles. Et puis, pourquoi aller détruire entièrement le centre d'une ville? C'est pour démoraliser les gens. Mais enfin, oui, peut-être, mais ça ne vous rend pas sympathique. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Eh bien, parce que sur le terrain, ça n'avance pas. Ça n'avance pas véritablement. Vous avez vu cette colonne qui fait quoi? C'est 60 km, je ne sais plus si c'est 60 miles ou si c'est 60 km. Bon, donc c'est 60 km ou bien 100 km, dont on a dit hier qu'elle se dirigeait vers Kiev, et puis ce matin, elle est toujours au même endroit. Alors, bien sûr, il y a des francs-tireurs qui tirent ici ou là sur cette troupe, mais c'est comment dit-on? En anglais, on dit sitting duck, c'est un truc, ça va pas, ça va pas, une colonne qui est là, elle n'est pas embourbée, même elle est sur des routes, mais elle n'avance pas. Elle est la cible possible de gens qui viennent avec des cocktails Molotov, qui viennent tirer de plus ou moins loin, et elle est tentante pour des gens qui se trouvent ailleurs de dire cette colonne, elle va aller tuer des tas de gens à Kiev. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, au lieu de regarder, bombarder cette colonne qui se trouve là? Je ne suis pas le seul à y penser. Qu'est-ce que j'ai vu ce matin? L'interview d'un ancien directeur de Homeland Security aux États-Unis qui dit s'il y a vraiment des massacres de la population, il viendra bien dans la tête d'un militaire quelconque de l'OTAN l'idée qu'on pourrait quand même faire sauter assez facilement cette colonne de 60 ou 200 km en la remontant ou en tirant de tous les côtés sur elle. Je ne suis pas le seul, la preuve, je ne suis pas le seul à y penser. Donc, et ça, je l'ai dit tout au début de l'invasion proprement dite, Monsieur Poutine se met dans une situation où il peut pas perdre. Il ne peut pas perdre à ses propres yeux, il ne peut pas perdre aux yeux de son peuple. Et donc là, ça veut dire que s'il dispose d'armes et qu'il se sent acculé, il va les utiliser. Donc,
ne me dites pas, c'est pas une guerre thermonucléaire parce que encore rien n'a pété, ça n'a pas de sens. C'est comme les gens qui vous disent euh, l'anthropocène, ça n'existe pas parce que, alors on vous dit, mais pourquoi on a défini des critères. Ils disent oui, mais enfin pour avoir une vue d'ensemble sur une période géologique, il faut 35 000 ans. C'est des gens qui vous disent on ne pourra jamais dire qu'on a l'anthropocène à part dans 35 000 ans. C'est la même chose. On ne pourra pas vous dire qu'il y a une guerre thermonucléaire avant qu'on soit tous morts parce que la preuve aura été apportée. Donc voilà, là ma réponse à pourquoi est-ce que je parle de guerre thermonucléaire. Le risque était déjà réel avant même l'invasion de l'Ukraine et il augmente de de jour en jour parce que jusqu'ici, M. Poutine ne fait pas de progrès et en fait même il y a des choses qui vont dans le sens opposé de ce qu'il espérait. Et par ailleurs, bon, tout le monde dit qu'il a vraiment mauvaise mine. C'est vrai, quand vous regardez, il a mauvaise mine. Alors, est-ce qu'il a mauvaise mine simplement parce qu'il fulmine, parce qu'il était en colère? C'est possible. Il y a des gens, mais ça peut être de la désinformation. Ça fait partie de la désinformation de type classique de dire que le chef militaire en face est très malade. Euh, je ne spéculerai pas là-dessus. Il y a une question qu'on se pose, ce sont ces immenses tables autour desquelles il négocie, ou même où il se présente avec un ministre en face à 15 km. Bon, il peut avoir peur de la Covid, c'est peut-être ça. Sinon, quelle autre explication? L'autre explication, c'est effectivement un dérangement mental. À moins qu'il y ait une raison purement objective. Sinon, c'est de ce qu'on raconte sur Caligula. Le personnage Caligula ne ressemblait pas véritablement, de même que Néron, au personnage qu'on en a fait. Mais il y a des signes parfois que le dirigeant n'a plus. Voilà, c'est quoi? C'est George VI, le roi d'Angleterre, qui était effectivement fou. C'est des choses qui arrivent. Il y a une fameuse reine qui s'appelle aussi Jeanne la Folle, c'est son surnom. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui le soutiennent encore? Et pour la France, c'est particulièrement, je dirais, délicat, parce que les gens de l'extrême droite ont pris leur distance de manière très très claire vis-à-vis de Poutine immédiatement, M. Zemmour et Mme Le Pen. Et malheureusement, pour quelqu'un qui se dit de gauche comme moi, il n'y a plus qu'à gauche en France qu'il y ait des gens qui fassent encore l'éloge de Poutine. Alors pourquoi je ne pense pas qu'à ce stade-ci, ce soit encore la propagande russe, dont on connaît les canaux. RT, Sputnik, il y en a un autre, mais là, il me poursuivra peut-être en justice, que YouTube a restreint l'accès, a supprimé l'accès hier, en considérant que ce sont des organes de propagande russes purement et simplement. Je ne suis pas en faveur de ça. Mais je ne suis pas en terrain très solide pour dire que je ne suis pas en faveur de ça. Pourquoi est-ce que je dis que je ne suis pas en faveur de ça au nom de la liberté d'expression? Parce que je considère que les gens doivent avoir la possibilité de juger par eux-mêmes sur la qualité d'une information. Malheureusement, à l'encontre de ce que je viens de dire là, ce qu'on voit depuis pas mal d'années maintenant avec les réseaux sociaux, il y a dans le public de manière générale, il n'y a pas ce qu'on pourrait espérer, c'est-à-dire un rejet spontané de l'invraisemblance. Vous voyez des gens qui ne sont pas des gens qui souffrent de problèmes mentaux, qui vous répètent comme étant vraisemblable quelque chose qui ne tient absolument pas debout, et c'est ce qu'on voit avec l'Internet, et c'est ce qui permet, en particulier à des mouvements d'extrême droite, de faire circuler des bobards, à partir du fait que le public n'a pas une grille qui filtre l'invraisemblable par rapport au vraisemblable, et que les gens sont prêts à répéter n'importe quelle
type d'ânerie. Ça encourage, je dirais, à ne pas écouter des gens comme moi qui disent liberté d'expression, de me dire de manière réaliste, effectivement, que la plupart des gens n'ont pas la capacité à juger si quelque chose est vraisemblable ou non, et à partir du moment où c'est vraisemblable, de savoir à partir de là si c'est véritablement vrai. Alors il y a autre chose donc je ne pense pas à ce stade-ci que ce soit encore la propagande russe, puis vient aussi par le soutien de certains canaux, des blogs, des choses de cet ordre-là, qui a joué, puisqu'on le sait, quand on a vu une photo il y a quelques années de personnes qui étaient invitées à l'ambassade russe, il y avait un certain nombre de personnalités qui effectivement se trouvaient là, et pourquoi est-ce qu'elles se trouvent là et pourquoi est-ce qu'elles ont joué un rôle quand même important d'une certaine manière? C'est parce qu'on a fait taire entièrement, malheureusement en France, une véritable opposition de gauche. On ne lui a plus laissé comme seul moyen de s'exprimer que les choses qui étaient, que les organes qui étaient subventionnés, dire de manière directe, comme dans le cas d'RT, et de manière indirecte, comme des tas d'autres choses, et qui permettait à un certain nombre de personnes de s'exprimer. Je l'ai mentionné hier dans un commentaire, au cours des 5 dernières années, par opposition aux 5 années précédentes, on m'a pratiquement plus invité sur les canaux officiels. On m'a invité des dizaines de fois à des endroits dont je savais que c'était des organes de presse de la Russie de manière directe ou implicite, et où j'ai refusé d'aller. Alors, hier, on a mis en épingle le fait que je me suis un jour rendu à une invitation. Oui, je me suis rendu quand même un jour à une invitation sur RT. Quand on m'avait proposé la chose comme étant un débat avec Gaël Giraud, ça me paraissait tout à fait justifié. Le format, finalement, n'a pas été exactement celui-là, et bon, voilà. Donc, maintenant, pourquoi un certain nombre de gens soutiennent-ils toujours Poutine? Et là, c'est le psychanalyste que je suis par ailleurs qui va s'exprimer. Il y a un certain nombre de personnes dans nos sociétés qui, indépendamment de leur histoire familiale, ont un certain type de personnalité. Ça peut être lié aussi à une histoire familiale, mais ça peut être aussi, je dirais, un peu un tempérament, comme on dit, un type de caractère, une personnalité rigide, une personne qui se sent, je dirais, dans une situation de confort, quand les choses sont bien définies à l'avance, quand il n'y a pas d'hésitation sur ce qu'il faudrait faire, c'est leur zone de confort. Et ces gens-là vont s'identifier aux personnes qui sont au pouvoir, qui sont comme eux, aux personnalités rigides, et en particulier, quand c'est à la tête des États, c'est en général un dictateur. Ils vont aimer les dictateurs. Et ils vont leur trouver des excuses à l'infini parce que eux, ils ont le même type de qualité. Je ne dis pas qu'ils exerceront un jour leur pouvoir dictatorial. Il faudrait qu'on leur en donne d'abord la possibilité, mais ils ont une sympathie a priori pour les solutions autoritaires. Et là, on peut le voir dans l'ensemble des pays. C'est quelque chose de commun au genre humain. C'est à peu près de l'ordre d'un 1/6 de la population. Si vous faites un pourcentage, ça fait quelque chose de l'ordre de 16%. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de pays où il n'y a pas au moins 16% de gens qui votent pour des mouvements d'extrême droite extrêmement rigides, ou malheureusement également à l'extrême gauche. Il y a aussi des choses, à l'époque du stalinisme, ou alors les nostalgiques du stalinisme sont des gens qui ont toujours cette admiration pour les dictateurs, parce que les dictateurs savent ce qu'ils veulent faire et ils le font. Bon. Dernière question, pourquoi est-ce que je me sens autorisé à parler de choses comme celle-là, alors que je n'ai pas de compétences particulières en matière de géopolitique ou d'analyse militaire? Et là, j'ai peut-être donné, je dirais déjà un élément de réponse en disant que j'ai une très grande allergie à l'invraisemblance, et que ce filtre dont j'espère que la population est équipée dans son ensemble, et dont je constate que malheureusement ce n'est pas le cas avec les gens qui me disent « regardez ce qui circule sur l'internet et même ce que vous recevez dans votre courrier », j'ai un certain, une certaine sensibilité à l'invraisemblance, à l'anomalie, à des choses de cet ordre-là. Et par ailleurs, j'ai
je me suis beaucoup intéressé dans notre culture, j'ai consacré une centaine de pages dans un livre, à la personne qui s'est intéressée au raisonnement déductif, à la logique, à la personne qui nous a fait pour la première fois la théorie du syllogisme, de montrer comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire des déductions valides dans des raisonnements. Au point, je me suis intéressé à ce point, que je suis même allé m'attaquer à la démonstration de théorèmes extrêmement connus. Je suis allé démonter la démonstration par Kurt Gödel de son fameux théorème sur l'incomplétude de l'arithmétique, en montrant que du point de vue justement d'Aristote, sa démonstration est d'une très très mauvaise qualité. Elle est parfois de bonne qualité, elle est très souvent de très mauvaise qualité. Elle utilise souvent des arguments dont Aristote considérait qu'ils étaient d'ordre purement rhétorique, c'est-à-dire qu'ils avaient une validité limitée, je dirais, à la conversation de comptoir ou autour de la table familiale, mais que ça n'avait certainement pas sa place au milieu de la démonstration d'un théorème important de mathématiques. Malheureusement, au fil des âges, les mathématiciens sont devenus de moins en moins sensibles à la qualité de leurs arguments. Et c'est une question sur laquelle je continue à travailler. Bon, j'ai un article en chantier sur ce sujet. Mais j'ai une certaine connaissance, sinon de l'histoire, sinon de la géopolitique, sinon de l'art militaire. J'ai une certaine expertise dans le domaine du raisonnement déductif et d'un raisonnement qui tient debout de ses prémices jusqu'à l'arrivée. Et c'est à partir de cela que j'essaye d'exercer ce jugement et de vous tenir au courant de l'actualité sur des choses qui ne relèvent pas véritablement, en effet, de mon domaine de compétences. Voilà, et je vais essayer de continuer à le faire dans la mesure de mes possibilités. Merci.